Depuis l'apparition de l'être humain sur Terre et pendant des millénaires, la médecine se cantonnait au domaine de la magie et de l'enseignement religieux. Dans les tribus d'Afrique subsaharienne, en Sibérie ou en Mongolie, le chamanisme était une pratique courante pour prendre en charge les malades. C'était dans les sociétés fermées que celui qui était en rapport avec le monde des esprits de la nature était en charge de guérir les malades, souvent par le biais de la phytothérapie, c'est-à-dire le traitement par les plantes pour soigner ses patients. Des milliers d'années se sont écoulées pour passer de la magie à la médecine. Faisons un voyage dans l'histoire de la médecine pour mesurer le chemin parcouru. Alors le passage du chamanisme vers la médecine a pu se faire dans des sociétés ouvertes, c'est-à-dire quand les voies commerçantes sont apparues et où il y a pu avoir des interactions interculturelles, des débats d'idées, etc. Et c'est de cette confrontation intellectuelle que la médecine est née et s'est éloignée petit à petit de ces pratiques liées à la magie en quelque sorte, vers le 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est donc durant l'Antiquité et en Mésopotamie, la Mésopotamie étant une région qui correspond pour sa plus grande part à l'Irak actuel, que sont apparues les premières traces d'une médecine légale, avec le code d'Hammurabi, qui est un texte juridique babylonien et qui a été conçu au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, et qui faisait référence à un statut spécifique conféré aux médecins. À côté, en Égypte pharaonique, le corps des médecins était déjà bien organisé et ils avaient des connaissances étoffées dans le domaine. Mais il faudra attendre le 5e siècle avant Jésus-Christ, en Grèce, pour que le phénomène de l'observation entraîne les premiers éléments qui ont pu expliquer les pathologies. Notre médecine moderne est liée à Hippocrate, donc aux alentours du 4e-5e siècle avant Jésus-Christ. Hippocrate a rejeté toute référence aux religieux et à la magie, et il a entamé la classification des malades et il a mis en œuvre plusieurs méthodes d'examen, par exemple la palpation ou l'examen des excrétions. Puis est venue la période des Romains, où la médecine a connu une évolution lente, mais il leur revient le fait d'avoir établi des règles de santé publique dans la cité et d'avoir fondé les premiers hôpitaux. Nous retiendrons de cette période romaine le nom de Claude Gallien aux environs du IIIe siècle, qui était un médecin grec et à qui l'on doit des découvertes en anatomie et des écrits qui ont repris toute la connaissance de l'âge antique. Alors c'est à la chute de l'Empire romain au 5e siècle après Jésus-Christ qui a été suivie d'une très longue période de stagnation en Occident, où on considérait par exemple que c'était des forces occultes et maléfiques qui entraînaient les épidémies, et où la médecine était entre les mains de l'Église. C'est à cette période qu'est née une médecine arabo-musulmane, qui a été inspirée d'Aristote, de la médecine d'Arabie à l'époque du prophète Mohammed, ou encore de la médecine ayurvédique de l'Inde ou de la médecine iranienne. Cette médecine arabo-musulmane a connu un développement remarquable et c'est les découvertes qui ont été faites à cette période qui sont les fondements de la médecine moderne. La première encyclopédie de médecine écrite en arabe et intitulée Firdaus al-Hikma ou Paradis de la sagesse, nous la devons à Ali al-Tabari en 860. C'est le premier traité sur la pédiatrie, la psychologie et la psychothérapie. C'était pour la première fois qu'un lien a été établi entre la psychologie et la médecine pour traiter certaines pathologies. Pendant le même siècle, au IXe siècle, Abu Bakr al-Razi a rédigé son traité de médecine où il a décrit avec une grande précision différentes maladies, notamment la varicelle, la variole ou la rougeole. Le père de la chirurgie moderne, Az-Zahrawi, a établi de son côté les bases de la chirurgie comme partie intégrante de la médecine. Ibn Zohr, physiologiste arabe plus connu sous le nom d'Avenzoar en Occident, la prise du pouls du poignet décrite dans son canon a permis des siècles après l'invention du tensiomètre. La chirurgie oculaire qui a connu des progrès énormes, notamment l'invention de la seringue à injection inventée par Amr ibn Ali, médecin irakien pour enlever la cataracte, 1000 ans avant sa pratique en Europe. El-Biruni, très connu pour avoir étudié la thèse de la rotation de la Terre autour de son axe et sa révolution autour du Soleil. Ou encore l'explication correcte pour la première fois de la vision et de la perception visuelle par Ibn al-Haytham dans son traité d'optique. Au début du XIe siècle, Ibn Sina, philosophe et médecin perse considéré comme le père de la médecine moderne et l'un des plus grands penseurs en médecine de l'histoire, a achevé vers 1020 son canon de la médecine qui est resté pendant plusieurs siècles la référence en Europe. Nous lui devons énormément de réalisations, dont la gestion des maladies infectieuses,
à savoir la contagion, l'adoption de la quarantaine pour contenir la propagation de ces maladies, les essais cliniques, les essais contrôlés randomisés et les tests d'efficacité, l'ébauche des descriptions des virus et des bactéries, ou encore la pharmacologie clinique. Un autre grand nom de l'histoire de la médecine est Ibn Nafis, au XIIIe siècle, qui a écrit une encyclopédie extrêmement riche en 80 volumes, Esh-Shamil fi Tibb, le livre complet de la médecine. On peut citer par exemple la description pour la première fois de la physiologie circulatoire du sang, telle que nous la connaissons aujourd'hui. Cette œuvre a en quelque sorte remplacé le canon d'Ibn Sina comme référence à l'âge médiéval et il est considéré comme l'égal d'Avicenne, si ce n'est plus important que lui. La prise du pouls du poignet décrite dans son canon a permis des siècles après l'invention du tensiomètre. Alors Ibn Nafis est considéré comme l'un des plus grands physiologistes de toute l'histoire. Ses découvertes ont détruit toutes les anciennes théories des 4 humeurs qui ont été popularisées par le corpus hippocratique. Alors ces encyclopédies majeures et beaucoup d'autres ont été la référence dans toutes les universités européennes pendant plusieurs siècles, car elles ont formalisé les grandes découvertes dans les différents domaines de la médecine et de la pharmacologie. Et c'est dans l'œuvre L'éthique de la médecine d'Al-Ruhawi, qui était un médecin syrien du IXe siècle, qu'a été formalisée pour la première fois la création d'une institution qui sera nommée bien plus tard le comité de lecture et qui consiste en réunir un collège de médecins pour étudier des cas médicaux, pour confirmer ou infirmer les théories et les pratiques pour soigner et guérir les maladies. Alors il nous faudrait plusieurs heures pour relater toutes les différentes découvertes des médecins arabo-musulmans, mais on ne peut pas ne pas citer par exemple le développement des hôpitaux dans les principales villes du monde musulman. À titre d'exemple, la construction de l'hôpital Qalaoun au Caire et qui pouvait prendre en charge 8000 patients. Alors pour la petite anecdote, Razi au Xe siècle plaçait de la viande dans différents endroits de la ville de Bagdad pour voir où est-ce que sa décomposition était la moins rapide et donc localiser et construire l'hôpital là où les conditions sanitaires étaient les plus favorables. Pendant cette période, les premiers hôpitaux psychiatriques et les universités délivrant les diplômes de médecine ont vu le jour. Bien après, l'Europe s'est inspirée de cette expérience pour construire des hôpitaux, notamment l'hôpital des 15-20 à Paris qui a été construit par le roi Louis IX juste après son retour des croisades au XIIIe siècle. Du 8e au XIIIe siècle, et quelles que soient leurs écoles, Perse avec El-Tabari, El-Razi ou Avicenne, de l'Espagne omeyyade avec Avenzoar El-Zahrawi, ou l'école du Caire, Ibn Haytham, Maïmonide, Ibn Nafis. Tous ces médecins et bien d'autres ont contribué à une avancée spectaculaire de la médecine et leurs œuvres ont été traduites de l'arabe au latin et ont voyagé à travers toute l'Europe. Ce grand trésor de la connaissance humaine a nourri la période de la Renaissance en Europe au XVIe et XVIIIe siècle dans différents domaines de la médecine, la physiologie, l'anatomie ou encore la chirurgie, jusqu'à l'apparition du premier vaccin de la variole développé par le Britannique Edward Jenner. Alors il faudra attendre le XIXe siècle et plus spécifiquement l'école française de médecine, représentée par Laennec, Pasteur, Bretonneau, Trousseau ou encore Claude Bernard, pour constater un développement important de la médecine moderne. Par exemple, l'anesthésie générale, l'éther en 1846 ou encore le chloroforme en 1847, les découvertes des causes des maladies d'origine microbienne ou virale par Louis Pasteur, ainsi que son vaccin contre la rage, la découverte du bacillet et de la tuberculose en 1882 par l'allemand Robert Koch, ou encore la découverte révolutionnaire de la pénicilline par le britannique Alexander Fleming en 1928. Et à partir du XXe siècle à nos jours, les méthodes d'investigation et les thérapies ont connu une avancée sans précédent, et notamment grâce à la révolution technologique, électronique, informatique, électromagnétisme, imagerie, analyse biochimique, génétique. Alors il est certain que la médecine a fait des pas de géant depuis l'apparition des premières communautés humaines jusqu'à aujourd'hui, en passant par l'Antiquité, le Moyen-Âge et la Renaissance, mais malgré ces avancées qui sont spectaculaires et qui sauvent plusieurs millions de vies humaines chaque année, il y a d'autres maladies qui continuent de sévir et qui emportent plusieurs millions de vies humaines chaque année. Il reste donc du chemin à parcourir pour percer et traiter de nombreuses maladies.